iRobot. Ce film est sorti en 2004 et c'est encore aujourd'hui l'un de mes films préférés. Mais ce que j'aimais par-dessus tout dans ce film, c'était qu'il collait très bien à la vision du futur que j'avais quand j'étais petit. Les robots semblaient avoir toujours été là à nos côtés, loyaux, calmes et sympathiques, à nous aider dans les tâches du quotidien. Bien que certains alimenteraient le débat sur une nouvelle forme d'esclavage et de méfiance envers cette presque nouvelle espèce, Faire ça, il ne tue pas d'humains. Dans le fond, je crois que vous n'aimez tout simplement pas cette espèce. tout, ou du moins en apparence, semble plutôt calme. On pourrait discuter encore très longtemps de mes goûts en matière de film et de ce que j'en retiens, mais en mettant l'art de côté, supposons un instant que ce futur, ce soit le nôtre. Tu n'as pas envie de sortir faire tes courses ? Pas de problème, tu n'as qu'à envoyer un robot les faire à ta place. Tu n'arrives pas à te déplacer ton canapé ? Pas de problème, ton robot le fera pour toi. Et si jamais tu es sceptique à l'idée d'imaginer ce futur, j'aimerais que tu penses à quelque chose. Thomas Watson, le fondateur d'IBM, l'une des plus grandes entreprises d'informatique au monde encore aujourd'hui, aurait déclaré en 1943 « Je pense qu'il y a un marché mondial pour quelque chose comme 5 ordinateurs ». En remettant un petit peu dans le contexte, on sait qu'à cette époque, un ordinateur prenait une place immense, qui ne permettait de donner que des résultats que je qualifierais de sommaires. Puisque bien évidemment, il était absolument impossible et impensable de pouvoir faire tourner GTA dessus, même en mettant outre les délais entre la sortie de GTA et la création des ordinateurs. Et ça, c'était quelque chose qui a 80 ans. Certains de nos grands-parents ont connu cette époque, et ça nous paraît très ancien, sauf qu'en fait, eh bien, ça ne l'est pas tant que ça. Quand on parlait de science-fiction il y a encore quelques décennies, aujourd'hui l'informatique rythme et régule nos vies. La technologie évolue à une vitesse fulgurante, au point même de presque égaler la célérité de la lumière dans certaines de ses applications. Aujourd'hui, Atlas fait du parcours. Cette année, Optimus fait tracer 1 an, Ameca nous montre des expressions faciales que seul un humain pouvait faire jusqu'en 2022, et Sophia blague sur la fin du monde. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Je pense pouvoir affirmer sans trop me mouiller que ce futur que je te demande d'imaginer est déjà en train d'être construit. Bon, après, on le sait tous, les robots humanoïdes, peu importe les promesses, ce n'est clairement pas pour tout de suite. L'entreprise la plus en avance à l'heure actuelle sur ce sujet, c'est incontestablement Boston Dynamics. Mais il y a quelque chose que je n'ai que très peu évoqué, le coût du développement d'une telle technologie. Boston Dynamics, c'est tout simplement un gouffre financier pour chaque entreprise qui doit la racheter. Malgré le temps que les ingénieurs ont passé sur les différents projets, aujourd'hui, il est absolument impossible d'avoir un modèle économique viable, puisqu'au final, très peu de personnes ou d'entreprises ont besoin de leurs produits en l'état. Et en fait, il n'y a même pas vraiment de commercialisation des produits. Et pas de clients, pas de commercialisation. Pas de commercialisation, pas de vente, et pas de vente, pas d'argent pour Boston Dynamics. Pas de palais. Pas de palais. Mais c'est alors que plusieurs questions me viennent à l'esprit, comme par exemple, pourquoi créer des robots ? La réponse peut sembler parfaitement évidente, c'est juste pour se faciliter les tâches quotidiennes. Et se poser cette question sous-entend une autre question. C'est quoi un robot ? Sans forcément entrer dans les détails de la robotique dans son ensemble, on peut déjà commencer par établir une ou plusieurs définitions assez simples du robot. Quand on pense à un robot, qu'est-ce qu'on voit en premier ? De mon côté, j'imagine directement Sony de iRobot, Atom de Real Steel, ou encore le géant de fer. Mais se contenter de ces références, ce serait se contenter uniquement de la définition liée exclusivement au film d'anticipation. Un robot est une machine à l'aspect humain. Mais on sait très bien aujourd'hui que dans le langage courant, un robot ce n'est pas que ça. Le terme a énormément évolué au cours des années, depuis son invention au début des années 1920, avec une définition qui serait à mon avis beaucoup plus juste. Un robot est une machine automatique complexe pouvant se substituer à l'homme pour effectuer certaines opérations. On peut donc élargir le terme robot à d'autres personnages, comme les Tachikoma dans Ghost in the Shell, ou encore Wall-E, alors même que l'apparence humaine leur échappe complètement, et de celle-ci il ne reste quelques traits. Donc au final, un robot c'est aussi bien Atlas qu'un aspirateur. Maintenant, on sait ce que c'est un robot, donc on va pouvoir tenter de répondre à ma question initiale, pourquoi créer des robots ? Dans le but d'augmenter la sécurité sur les routes et de faciliter la conduite, et d'augmenter le chiffre d'affaires d'une entreprise, Elon Musk et 4 autres fondateurs ont créé l'entreprise Tesla. Le but initial étant tout simplement de créer une voiture 100% autonome, donc qui se passerait intégralement d'intervention humaine. Bon, je reviendrai peut-être sur ce genre de sujet dans une prochaine vidéo, donc si jamais, tu sais ce que tu dois faire. Mais depuis quelques temps, notamment depuis le Tesla AI Day 2021,
Tesla ne se contentera plus uniquement de fabriquer des voitures. Désormais, la création d'Android devient un réel enjeu de l'entreprise. Et c'est ainsi que le Tesla Bot fut annoncé. Aujourd'hui, il porte le nom d'Optimus et va me permettre de répondre à ma question: pourquoi créer des robots? Et bien évidemment, là on est dans la définition des films d'anticipation. Parce que sinon on sait déjà, c'est pour faciliter tout un tas de tâches personnelles ou professionnelles, et c'est tout simplement l'automatisation. Dans la mesure où Elon Musk dit lui-même que chez Tesla ils font juste des robots avec des roues, Basically, if you think about what we're doing right now with the cars, Tesla is arguably the world's biggest robotics company because our cars are like semi-sentient robots on wheels. It kind of makes sense to put that onto a humanoid form. pourquoi se mettre tout d'un coup à créer des robots bipèdes, comme on parle quand même d'une entreprise qui fait partie de ce qui se nomme aujourd'hui les Natu. Rien à voir avec le Pokémon. On pourrait donc questionner l'utilité et la demande autour de ce genre de produit. Si demain on me disait que quelque chose à l'apparence à peu près humaine, créé par une grande entreprise, qui elle-même crée de l'intelligence artificielle par rapport à nos propres données, serait chez moi H24 et potentiellement me torcherait directement les fesses, niveau vie privée, je suis pas certain d'accepter. On n'est pas sur quelque chose d'optimal. Ah yeah, j'ai fini. Ouais, bien, monsieur, va juste falloir que je regarde à l'intérieur de votre truc. Mais comme on est très certainement sur une acceptation progressive de cette nouvelle espèce, je vais passer outre ce point. Mais je vais quand même te poser la question. Est-ce que toi, ça t'intéresse comme projet? Est-ce que tu as envie d'envoyer un robot faire tes courses? Est-ce que tu as envie d'un robot qui ferait toutes les tâches d'usine que personne n'a vraiment envie de faire? Est-ce que tu veux un Android qui fasse plus que lancer TikTok? De mon côté, malgré mon texte, eh bien oui, j'ai envie d'un robot qui me remplace dans une certaine quantité de mes tâches quotidiennes. Mon but n'étant en aucun cas de reproduire la vision de Wall-E, et donc de perdre ma façon de penser et d'agir par moi-même. Mais j'ai quand même bien envie qu'un robot me remplace dans certaines tâches. Et je dis ça alors que je n'ai aucune idée de ce qu'il va pouvoir collecter comme données. Je ne sais pas si je vais devoir accepter une énième politique de confidentialité que je ne lirai jamais, mais je sais que moi, j'ai envie de voir ces robots. Et je ne suis très certainement pas le seul. Le 25 avril dernier, j'ai demandé via un sondage sur YouTube si les robots humanoïdes vous intéressaient. Au début, j'avais des retours majoritairement négatifs. Et j'ai un petit peu cru que j'étais le seul à en vouloir. Mais au final, malgré la taille de mon échantillon, on est quand même bien plus en faveur des robots humanoïdes. Du coup, désolé pour les sceptiques, mais si jamais je serais vraiment ravi d'avoir un avis en commentaire, si jamais vous pensez que les robots, c'est nul. Et peu importe les arguments, je ne me moquerai pas. Et d'ailleurs, je demanderai de la bienveillance dans les commentaires, peu importe le point de vue de chacun. Donc s'il vous plaît, pas d'offense. En tout cas, merci d'avance pour la confiance que l'on peut m'accorder si jamais quelqu'un décide de se prêter un jour au jeu. Mais en attendant, je suis très clairement pas le seul qui soit favorable à l'arrivée de ce genre d'outils sur le marché, si tant est qu'il reste des outils. Et ça permet déjà de répondre à une partie de la question de l'utilité des robots humanoïdes. La demande du public est bel et bien présente. En marketing, Tesla propose un produit qui rend service et répond à un besoin, celui de dégager du temps. Mais gagner du temps, il y a déjà plein de machines qui nous permettent d'en gagner, ou au moins à défaut de ne pas trop en dépenser. Quand on y pense, on peut déjà accélérer le fait de faire la vaisselle, on peut se faciliter le fait de se faire un café. L'humain a également supprimé les lavoirs pour les remplacer par des machines à laver. Malgré toutes les innovations que le quotidien a vu naître, quelque chose me chiffonne encore un petit peu. Du coup, pourquoi s'embêter à créer des machines à forme humaine, alors que c'est également l'une des plus grosses problématiques de la robotique? Parce que faire des robots qui roulent, ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. Et dans quelques années, quelques décennies, ça devrait être une sorte de norme, et ça rentrera dans l'infra-ordinaire. Vous rentrez en voiture? J'ai pas le permis. Je l'ai jamais passé. J'attends que les voitures autonomes deviennent la nouvelle norme. Alors que faire un bipède, c'est infiniment plus compliqué. En tant qu'humain, ça nous paraît facile. Mais en fait, on a déjà dû passer des mois et des mois à apprendre à marcher. Donc c'est normal que reproduire ce même comportement pour une machine, ce soit extrêmement complexe. Il faut commencer par déterminer toutes les articulations nécessaires à la stabilisation du corps. Il faut qu'il puisse se pencher sans tomber. Il faut aussi qu'il puisse marcher sans tomber. Il faut qu'il puisse porter un poids sans tomber. Mais si jamais il finit par tomber, il faut quand même qu'il puisse se relever. C'est un processus infiniment plus complexe que de bouger un seul servomoteur avec Arduino. Il faut une machine suffisamment rapide et puissante pour déterminer quelle articulation enclencher à quel moment pour faire ne serait-ce qu'un seul pas. Et une fois que tout est mis en œuvre,
il doit quand même finir par s'adapter à tout un tas de parcours différents. Et ça, qu'il y ait des descentes, des montées ou encore des obstacles, on ne s'en rend plus du tout compte si on a la chance d'avoir 2 bras et 2 jambes fonctionnels. Mais c'est tellement plus complexe de mettre au point certains mouvements que ce que l'on pourrait croire. Et c'est d'ailleurs pour ça que le robot domestique, comme dans Détroit, n'a pas encore vu le jour. Je voulais aussi rappeler quelque chose. Admettons que l'on ait un modèle d'intelligence artificielle qui nous permette de dire qu'une photo soit celle d'un chien, ou que cette photo soit celle d'un chat. Pour que ce genre de modèle fonctionne, il faut énormément de photos de chiens et de chats en amont. Alors que pour un humain, au bout de quelques fois, généralement on se trompe plus trop quand on voit un chien ou un chat. Donc dans la mesure où c'est très compliqué de le faire comprendre à une machine quelque chose d'aussi simple pour nous les humains, il en devient parfaitement normal qu'il soit extrêmement long et extrêmement complexe de créer la marche, le saut ou encore la course pour un robot humanoïde. Donc pourquoi est-ce que des géants de la tech pourraient s'intéresser à créer des machines qui seraient aussi complexes, alors qu'on pourrait faire sans cette apparence et faire tout un tas de robots adaptés à différentes situations? Tout simplement parce que notre monde, notre société est adapté à la vie des êtres humains. Et il y a un autre aspect aussi, pourquoi le robot humanoïde? Parce que il nous ressemble, et quand on demande par exemple au roboticien très connu Rodney Brooks pourquoi des robots humanoïdes, eh bien sa réponse est parce que le robot humanoïde il va être parfaitement adapté à l'environnement des hommes. Ce ne sont clairement pas des questions que l'on peut se poser au quotidien, mais la poignée de ta porte d'entrée est déjà située approximativement à la hauteur de la main d'un adulte. Les marches de tes escaliers sont faites pour être franchies par des jambes humaines, et même pour payer à la caisse d'un supermarché, la hauteur est faite pour un bipède de taille moyenne. Donc un robot humanoïde a davantage pour fonction de s'adapter à notre environnement, à contrario des entrepôts Amazon, qui sont en premier lieu étudiés pour les robots qui y travaillent. La largeur des rayons, la hauteur pour aller chercher des colis, absolument tout est fait pour faciliter le travail des robots. Par conséquent, il est beaucoup plus dur pour un être humain seul d'aller chercher un colis situé à 2,50 m de hauteur sans avoir d'échelle à disposition. La forme humanoïde a un véritable intérêt dans notre usage quotidien, mais il y a quand même d'autres avantages à cette forme bien précise. La forme d'un robot peut avoir une grande influence sur la manière dont il est perçu par les êtres humains et sur sa capacité à interagir avec eux de manière efficace et confortable. La forme humanoïde est familière et rassurante pour les humains. Dude, how did you pull all that off? ChatGPT, dude. En effet, l'humain est un animal social, et dans un monde de jour en jour rongé par la solitude, pour n'importe qui, il y a besoin d'un contact, même indirect avec quelqu'un. En faveur de l'évolution sociale et comportementale de l'intelligence artificielle et des robots, on a vu au cours des dernières années naître Sophia et Ameca, et ces robots ont également réussi à exprimer physiquement des sentiments préprogrammés, le rire, la joie, la peur, tout en arborant même une micro-expression dans le cas de Sophia. En prenant cette forme humanoïde, on ne devrait plus avoir l'impression de faire confiance à quelque chose, mais bien à quelqu'un. D'où l'importance d'un élément bien plus crucial que ce que l'on aurait pu imaginer, le réalisme et les détails d'un visage. Parce que il fallait absolument reproduire son visage au plus précis. Et je pense qu'il y a eu des essais qui ont été faits avec les scanners 3D, etc. Mais ça ne fonctionne pas. Et il a vraiment fallu travailler avec les mains et sculpter son visage à partir de photos. Dans le domaine de la robotique, il y a énormément de notions diverses et variées. Mais il y en a une qui m'a vraiment marqué pour la première fois où j'ai vu Sony dans le film iRobot. Cette notion, c'est l'Uncanny Valley. Cette vallée dérangeante, c'est une théorie selon laquelle plus un androïde paraît humain, plus ses imperfections paraissent monstrueuses. Et oui, l'Uncanny Valley, c'est une notion particulière. Si je te montre la photo d'un robot à l'apparence humanoïde de l'artiste Louisa Clément, et qu'en parallèle je te montre également une photo de la vraie personne, personnellement je ressens un petit malaise en regardant ça. Ça me paraît un peu bizarre, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, mais ce côté un petit peu plastique, ce côté un petit peu morne d'un corps articulé qui est incapable de bouger, je trouve ça plus flippant que les films d'horreur qui me terrorisaient quand j'étais petit. Et l'Uncanny Valley, en pratique, c'est justement ce sentiment. C'est volontairement un visage proche de celui d'un être humain, mais il est suffisamment différent pour que je puisse l'associer à un mannequin placé de manière particulière. Il est à la fois beaucoup trop proche d'un visage humain, et à la fois terriblement loin de la représentation exacte de celui-ci. Et là, on verrait clairement quelqu'un qui agirait bizarrement, mais c'est en quelque sorte la même gêne que lorsque l'on croise quelqu'un dans la rue, et qu'il adopterait un comportement que l'on qualifierait d'anormal. Pour pouvoir établir un parallèle avec l'humain, je vais prendre un exemple que je connais bien.
le mien. Et oui, après tout, je suis quand même le meilleur sujet d'expérience que j'ai sous la main. En société, je suis extrêmement mal à l'aise. Je déteste sortir, je porte encore un masque quand je vais au supermarché, et je fais très souvent la gueule quand je suis dehors. D'un point de vue extérieur, j'ai un comportement anormal, dans la mesure où la sociabilisation, c'est pas quelque chose qui m'intéresse outre mesure. Je me sens bien mieux à rester chez moi seul à travailler sur mon écran qu'à sortir en soirée pour aller boire un verre. Et de par mon comportement comme pour celui d'un robot, quand discuter devient un défi, on entre également dans le domaine de la vallée dérangeante. Je sais, je suis différent, donc au final, je suis comme les autres. Les robots humanoïdes me paraissent à la fois très étranges et très réalistes. Ils sont à la fois très proches de nous, mais en même temps si différents. Et je navigue comme n'importe qui d'autre dans une espèce d'état d'incompréhension de cette nouvelle espèce artificielle. On y est. Il y a le point Godwin, je vais inventer le point Matrix. C'est à un moment donné, quand on parle d'intelligence artificielle, on arrive à Terminator. Que ce soit pour remplacer des ouvriers à des tâches excessivement dangereuses, pour permettre une automatisation de certaines productions, ou même pour aider ta grand-mère qui a du mal à marcher, les robots ont quand même l'air d'avoir une certaine quantité de qualité. Mais bien évidemment, je voulais aborder le thème doux et sympathique de Terminator. Il y a quelques temps, j'ai posté un petit sondage sur YouTube. Dedans, je demandais si tu étais pour ou contre l'intelligence artificielle. Si on décide d'outrepasser le côté purement linguistique de ma demande, et aussi le fait que j'en ai eu carrément marre d'essayer de poster au bout de la 4e ou 5e fois, je sais plus exactement, ce même sondage, on se retrouve donc avec 14 réponses, pas toutes positives envers l'intelligence artificielle. Ouais, on fait ce qu'on peut, hein. Sur un post YouTube, c'est déjà beaucoup pour moi, plus de 10. Sur les 14 personnes, il y en a 8 qui pensent que c'est bien, sans forcément apporter d'arguments à leur thèse. Parmi eux, je ne m'y attendais pas vraiment, mais l'un d'entre eux a répondu juste non, et ce sans forcément avoir posté d'arguments à la suite. Si jamais, je n'ai aucune idée de qui il s'agit. Et puis d'ailleurs, je m'en fous de ça. D'autant plus que les réponses que j'ai proposées n'étaient pas suffisamment développées, on en conviendra. Mais je me demande quand même si on ne serait pas un petit peu en train d'assister à l'émergence d'avis divergents sur l'IA. Bien sûr, ce n'est pas nouveau, puisque presque tous les discours peuvent avoir deux avis strictement opposés. Mais dans les œuvres d'anticipation, on a presque toujours cette représentation d'un personnage ou d'un groupe de personnes qui s'opposent fermement à la cybernétique ou à la robotique. Ce qui est donc parfaitement compréhensible, dans la mesure où cela renforcera inexorablement les inégalités entre les différentes classes sociales. Mais on n'a presque jamais l'occasion d'entendre parler quelqu'un qui serait ouvertement contre toute forme d'intelligence artificielle. Et je dois admettre que là aussi, je trouve ça un petit peu dommage, car qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son. Et pour être honnête, j'aimerais bien en apprendre davantage. Alors, curiosité mal placée, peut-être. Stephen Hawking disait « La création d'une intelligence artificielle serait le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, mais il pourrait aussi être le dernier. » Inutile de dire que les doutes concernant l'intelligence artificielle ne se cantonnent pas à mon propre avis de petit provincial. Le risque majeur serait que cette IA ait atteint le stade de la singularité. Mais une fois ce stade atteint, le vrai risque, ce serait que son contrôle échappe intégralement à l'humanité. Et on se retrouverait dans l'écho le plus fidèle possible de Skynet et le T-800, Vicky pour Sony, ou encore Platon et Socrate pour Satan. Cependant, s'il y a des préoccupations importantes quant aux conséquences de la création d'une telle IA, si l'intelligence artificielle était mal conçue ou mal contrôlée, elle pourrait causer des dommages catastrophiques tels que la destruction de l'humanité. C'est pourquoi les chercheurs travaillent sur la sécurité des IA pour minimiser les risques liés à leur développement ainsi que leur utilisation. En fin de compte, il est difficile de prévoir exactement comment la création d'une IA avancée pourrait affecter l'humanité. Cela pourrait apporter des avantages considérables, mais cela pourrait également comporter des risques et des conséquences imprévues. C'est pourquoi il est important que les chercheurs et les décideurs travaillent ensemble pour développer des IA de manière responsable et pour s'assurer que leur utilisation bénéficie à l'humanité dans son ensemble. Si on devait faire le constat de ce qu'est l'être humain, ce ne serait malheureusement pas très glorieux. On a absolument tous, et ce à divers degrés, participé à des choses absolument horribles. Mais à l'inverse, il y a quand même une certaine quantité de bonnes actions effectuées. Se contenter de voir exclusivement le négatif, ce serait se contenter de voir le problème sous un seul angle. Mais je ne suis absolument personne pour juger l'humanité. Ni un quelconque individu d'ailleurs. Et si aujourd'hui nous avons déjà peur de la naissance d'une super intelligence artificielle, c'est que nous avons une très très basse estime de ce qu'est l'être humain dans son ensemble. Si le salut du monde dépend de l'homme, alors préparez-vous à l'apocalypse. Tout n'est pas tout blanc, ni tout noir.
Il s'agit tout simplement d'une multitude de nuances de gris. Si on pense directement qu'Optimus a pour seul et unique but d'éradiquer l'homme, c'est que, clairement, les choses ne vont pas aller pour le mieux. On a peur du futur car on a peur de notre potentielle extinction. On a juste peur de ce que l'on ne connaît pas. Peut-être que cette naissance sonnera la fin du genre humain, mais ce ne sera jamais que le commencement de quelque chose d'autre. Que l'on soit pour ou contre, que nos craintes soient fondées ou non, même malgré les tribunes, aucun individu n'arrêtera jamais l'évolution. Peut-être que l'on devrait revoir nos politiques en matière de sécurité des données. Peut-être que l'on devrait réformer intégralement notre système économique, voire même plus largement toute notre société. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. That would be insane. And mark my words, AI is far more dangerous than nukes. L'intelligence artificielle et la robotique font peur de manière presque naturelle, un peu comme si les films de SF tentaient de nous prévenir depuis déjà bien longtemps. Est-ce que ce sera l'aboutissement du génie humain, ou est-ce que ce sera vraiment bien plus dangereux que les retombées de Fatman? Est-ce que l'homme aura suffisamment appris du passé et de ses propres erreurs? Tout comme toi, je ne sais pas du tout de quoi demain sera fait. Évidemment, il y aura des dangers auxquels nous serons exposés, mais rouler en voiture t'expose à de tragiques accidents. Tu peux te couper dans ta cuisine avec un couteau, ou tu peux tomber d'un manège, ou d'une simple échelle. Les dangers sont déjà bien présents, et très nombreux pour absolument tout le monde. Il ne reste plus qu'à voir lequel sera le pire. Il faudra, comme pour n'importe quelle technologie, apprendre à vivre avec ces humanoïdes. J'attends le jour où Atlas prendra place sur les chantiers et remplacera les métiers à risque. Le jour où Sophia animera des émissions de télé. Le jour où Ameka passera en just chatting sur Twitch, le jour où Optimus ramènera mes courses. Mais la problématique de créer un robot à l'apparence humaine, avec lequel on pourrait communiquer et auquel on pourrait confier un peu n'importe quelle tâche, ce n'est finalement pas tant la quête de créer un robot quasi parfait, mais c'est davantage celle de la création d'un nouvel humain.